Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table Gilles Boutin, bonsoir. Bonsoir, Journaliste Pierre. au Figaro. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Créateur du think tank Sinopia. Bonsoir François Hesbourg. Bonsoir. Merci d'être avec nous, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez dernièrement écrit chez Odile Jacob Le suicide de l'Amérique. Non pas Emmanuel Macron, mais Donald Trump s'exprime en ce moment. Grand point presse à la Maison Blanche avant son départ pour Davos. Il vient de dire qu'on avait bien le droit de mettre en place des droits de douane. À quoi fait-il référence ? Eh bien, notamment à ces 200% de droits de douane dont il menace la France sur les vins et les spiritueux, si la France ne venait pas à son conseil de paix où il faut accessoirement débourser 1 milliard d'euros ou de dollars pour en faire l'entrée, puisque Emmanuel Macron lui a signifié une fin de non-recevoir. Là-dessus, en apprenant qu'Emmanuel Macron ne voulait pas rejoindre le conseil de paix, Donald Trump s'est exprimé. Écoutez-le, c'était sur le tarmac de l'aéroport. Est-ce qu'il a vraiment dit ça ? Personne ne veut de lui. D'ailleurs, il va bientôt quitter le pouvoir. Mais c'est pas grave. S'ils deviennent hostiles, je leur mets une surtaxe douanière de 200% sur ses vins et son champagne. Et là, il adhérera. Mais il n'a pas vraiment besoin d'adhérer. Et s'il a vraiment dit ça, enfin, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme vous me le présentez. Mais il aura quitté le pouvoir dans quelques mois. François Hesbourg, bon là on est dans du Donald Trump dans le texte, comme on a eu l'habitude de le dire. Sur les 200%, vous et moi ne sommes pas forcément certains que ça va aboutir à 200% parce qu'il va y avoir des négociations. Et puis après, c'est it's all question of give and take, comme on dit en anglais, c'est-à-dire tu me donnes, je prends, on négocie, etc. Mais d'abord, sur cette, pardonnez-moi François Hesbourg, énième humiliation d'Emmanuel Macron. Après, il est où Emmanuel à Sharm el-Sheikh ? Ah, d'habitude il est toujours derrière moi, là il est au 8e rang, qu'est-ce qu'il fait ? À chaque fois, cette volonté de l'humilier. De toute façon, il sera plus là, c'est même pas la peine, s'il veut pas venir, tant pis pour lui. C'est une situation totalement baroque. C'est un petit peu comme si je vous invitais chez moi demain soir, mais vous me répondriez en disant vous ne pouvez pas venir, et je vous répondrais si c'est comme ça, je brûle ta voiture. Mais c'est une curieuse façon. Non mais j'entends bien, dire, c'est pas civilisé, on va dire. On sort de la rationalité, quelle qu'en soit la définition. C'est comme. Mais est-ce qu'on pouvait le prévoir, ça ? Après un premier mandat entier de 2016 à 2020 ? Je vais vous raconter un secret. Quand j'ai écrit mon livre sur Trump, sur le suicide de l'Amérique, des lecteurs m'ont dit au début « Vous êtes beaucoup trop pessimiste ». Maintenant, quand je les revois, je leur dis « Je dois m'excuser auprès de vous, j'étais beaucoup trop optimiste ». Il y a des niveaux de dérapage qui n'étaient pas prévisibles. Lorsqu'il a tweeté hier au Premier ministre de Norvège que c'est parce que la Norvège avait refusé de lui donner le prix Nobel de la paix qui faisait tout ce bruit autour du Groenland, et que du coup d'ailleurs il ne se sentait plus du tout obligé de passer son temps à faire la paix. Donc on est au-delà. On est dans quoi là ? On est dans l'irrationnel. On est dans quelque chose. Moi je suis un analyste des affaires stratégiques et de défense. En général, je cherche plutôt des explications rationnelles qui tiennent debout, qui permettent d'expliquer pourquoi mais sortons de l'irrationalité, de la rationalité, et imaginez, regardez bien François Hesbourg, et dites-moi si vous me suivez sur le raisonnement. Donald Trump, il va avoir 80 ans cette année. Ouais. Il a 2 ans de mandat encore à tenir, mais il a les midterms qui arrivent et il n'est pas sûr de les gagner. Presque 3 ans. 20 janvier 2029. Voilà. Donc après, c'est la dernière ligne droite. Il aura tout fait. C'est un self-made billionnaire. Parce que quand il récupère l'affaire de son père, de Freddie Trump, c'est pas en super posture quand même, l'affaire de l'immobilier. Donc il arrive quand même à en faire. Alors il a perdu beaucoup d'argent dans les casinos, mais enfin il est quand même devenu l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Non. Il est devenu, depuis qu'il est redevenu président, mais il était très loin d'être dans
au niveau des milliardaires de Silicon Valley, les Peter Thiel, les Elon Musk. Ah bah non, il n'est pas au niveau d'Elon Musk. Mais dans les années 80, c'était un homme d'affaires brillant. Il était d'ailleurs invité même dans les films d'Hollywood pour figurer en tant qu'un modèle. Certes, mais il était surtout multi-banqueroutier. Il avait quand même fait faillite 4 fois en l'espace de 10 ans. Mais il s'est toujours relevé. Ah non, mais il s'est relevé. Il a un talent pour la négociation. Il a un talent pour se récupérer qui est tout à fait remarquable, et c'est par ailleurs un animal politique extraordinaire. Je veux dire, je ne vais pas minorer ses exploits. Et donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Il a de l'argent, il a été président 2 fois, il est dans sa ligne droite, il se dit, en fait, je vais faire tout ce que je n'ai pas le droit de faire, et puis on verra bien si on m'engueule. On est dans la transgression. On est dans la transgression, on est dans le narcissisme. Je suis obligé d'employer des mots qui ne sont pas des mots d'analyse stratégique, mais des mots qui relèvent d'un autre registre. On arrive à la limite du compréhensible. Et vous parlez des droits de douane. Les droits de douane, c'est pas les 200% sur le champagne qui sont ennuyeux pour les producteurs de champagne et autres spiritueux, mais on a les 10% qui attendent des Européens, ceux qui ont manifesté leur solidarité vis-à-vis du Groenland, d'ici le 1er février. Le 1er février, c'est pas dans 3 semaines de palabres. Et par ailleurs, le Parlement européen vient à l'instant de refuser de ratifier l'accord très favorable aux États-Unis que Mme van der Leyen avait accepté de signer l'année dernière. Sur les 15% ? Sur les fameux 15%. Mme van der Leyen, qui s'est retrouvée en photo, assise comme une petite fille fautive sur un fauteuil dans le château de Tout Trump. est calculé. Tout était calculé. Tout est marketing et communication. Absolument. Et l'humiliation était parfaite. Le résultat, c'est que, bien entendu, l'accord n'existe plus du point de vue européen. Et c'est aux Européens de décider si, jeudi prochain, ils décident ou non d'activer ce que les commentateurs appellent le bazooka, qui est l'instrument dit anti-coercition. Donc le vrai test, c'est pas est-ce que Trump va encore faire des droits de douane, c'est est-ce que les Européens vont enfin se mettre dans la tête que la seule façon de travailler avec Trump, c'est de jouer le rapport de force et d'en bâtir un. Gilles Boutin. Précisément, si ce bazooka est utilisé, alors on ne sait pas précisément vers quoi il serait dirigé, sur quoi il porterait, ce serait le fruit de négociations qui pourraient durer quelques mois au niveau européen. Les Européens sont-ils prêts, pensez-vous, la société européenne est-elle prête à encaisser un choc, la réponse américaine ? C'est-à-dire, par exemple, plus d'accès aux outils que nous utilisons tous dans les entreprises, qui sont fournis par les géants de la tech. C'est un exemple. Votre question est tout à fait justifiée, mais je vais aussi la renverser. C'est est-ce que les Européens sont prêts à continuer à en prendre plein la gueule sans jamais répondre ? Et là, je pense que politiquement, la deuxième question est beaucoup plus difficile que la première. Je pense que ça va être assez compliqué pour des responsables politiques d'expliquer pourquoi ils se sont laissés marcher dessus une énième fois. Ça va être compliqué. Alors, quant aux rétorsions américaines, les Américains peuvent évidemment toujours relever les droits de douane, au détriment, bien sûr, de leurs industriels en matière de production de biens. La vraie question pour les Européens, ça va être est-ce qu'on va s'en prendre aux GAFAM, aux titans de la tech ? Alors, oui, ça va être pénible. Hein. L'accès à TikTok, ça va devenir beaucoup plus difficile. Hein. Je vous préviens tout de suite. Oui, mais il n'y a pas que ça. Le streaming. Il y a OpenAI, il y a Copilot, il y a tout ça. Non, effectivement, DeepSeek chinois va pouvoir se faire. Non, mais je ne vous parle pas de chinois, là, des attributs de la tech américaine. Alexandre Malafaille. Il n'y a pas que la tech américaine. Le problème pour les Américains, c'est que l'Europe est un immense marché de la tech, qui est le plus grand marché de la tech du monde. Et il y a deux fournisseurs potentiels réels, les États-Unis et la Chine. Et devinez ce que feraient les Européens si les Américains leur coupaient les vivres en la matière. Je pense que très rapidement, il y aurait des produits de substitution chinois. J'ai cité d'ailleurs TikTok tout à l'heure. C'était pas non plus tout à fait par hasard. Bien sûr, François Hesbourg et notre invité sur Europe 1, Alexandre Malafaille. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on essaie de comprendre Donald Trump, c'est de
regarder parfois un peu la littérature ou les films. Et il y avait un très bon film qu'on a vu il n'y a pas longtemps, The Apprentice, qui est excellent et dans lequel on a l'âme damnée. On comprend exactement, est-ce qu'il est comme le ça. fameux Roy Cohn qui explique effectivement à Donald Trump comment il faut se comporter pour réussir quoi qu'il en coûte. Et par exemple, il dit il faut attaquer, fabriquer sa vérité alternative, c'est absolument nécessaire. Deny everything. Exactement, toujours renier. exactement. Ouais. Et en fait, il est dans ce registre-là. Et donc c'est pour ça qu'il est finalement plus prévisible qu'on pourrait l'imaginer. Alors évidemment, il enchaîne les sujets. Moi, les questions que je me pose de manière un peu rationnelle, est-ce que finalement, après, il a tenté de faire un truc sur le Venezuela, mais est-ce que c'est pas un peu englué quand même, malgré tout? Sur l'Iran, on a pensé qu'il allait faire bouger les lignes, il n'a rien fait. On lui a expliqué, l'Arabie Saoudite lui a expliqué que ça, sur le cours du pétrole, ça serait un peu moyen. On est d'accord, mais donc il a, entre guillemets, alors qu'il avait dit je vais m'en occuper, il n'a rien fait. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il a pris le Groenland et puis dans quelques jours, il pensera, il enchaînera sur autre chose? Non, Vous voulez une référence cinématographique? Pensez à Wall Street. It's all a question of bucks, rest is conversation. C'est qu'une question de fric, le reste c'est de la conversation. Trump est un homme qui a de la suite dans les idées. C'est une grave erreur que les Européens commettent souvent. On est d'accord là-dessus. En pensant, non, excusez-moi, vous n'avez pas dit le contraire. Mais il faut commencer par ça. Ouais. Il a de la suite dans les idées. Le Groenland, c'est en 2019 qu'il a commencé pour la première fois à travailler au corps, la première ministre du Danemark. Elle m'a raconté sa première réunion avec Trump lorsque lui venait d'être élu. Vous parlez de Mette Frederiksen. De Madame Frederiksen. Ouais. Elle venait d'être élue, il venait d'être élu. La première chose qu'il lui demande à la Maison-Blanche, lorsqu'il lui rend visite, c'est est-ce que je pourrais acheter le Groenland? Et elle répond It's not for sale. Ça n'est pas à vendre. C'est comme ça que ça commence. Et la première chose que fait Trump lorsqu'il est élu, la première chose, littéralement, après son élection le 5 novembre dernier, la première conf de presse à Mar-a-Lago, il évoque l'achat ou la prise du Groenland sans exclure le recours à la force. La première chose dont il parle, ça et Panama. On a oublié un petit peu le Panama, mais il y reviendra. Mais à chaque fois, c'est aussi Canada. Pour les minerais, pour les gisements. Non, alors les motivations ne sont pas identiques dans les différents cas. Dans le cas du Groenland, on est dans un cas relativement voisin du Venezuela, c'est-à-dire c'est pas simplement de bucks, c'est pas simplement le pétrole, c'est en l'occurrence le contrôle américain sur l'hémisphère, l'agrandissement territorial et stratégique des États-Unis, tout ce que vous trouvez dans la nouvelle doctrine de sécurité américaine, et le Groenland, pour les Américains, et notamment pour Trump, mais pas seulement pour Trump, fait partie de l'hémisphère occidental, donc c'est dans la sphère américaine, donc c'est bon à prendre. Mais si on se met vraiment à sa place, ou vraiment à la place des états-majors américains, est-ce que finalement, dans la mesure où l'Europe n'est pas vraiment capable de se défendre à l'Est, déjà on le voit très bien, est-ce qu'elle est vraiment capable de faire le job au Groenland, à supposer qu'un jour quelqu'un veuille s'en prendre? Est-ce que c'est pas finalement logique pour le continent nord-américain et pour le principal pays de ce continent de dire c'est quand même plus proche de chez nous, il faut qu'on puisse le contrôler, le maîtriser, les Européens ne savent pas le faire? Je ne sais pas comment est la porte de votre appartement. Mais en passant devant l'autre jour, je me suis dit qu'elle était peut-être un peu faiblarde. Non, mais je vous pose la question. Donc, il faut absolument que je vous exproprie. Oui, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Et la réponse courte, c'est que les traités entre le Danemark et les États-Unis permettent aux États-Unis de mettre les hommes et les armes qu'ils veulent au Groenland. C'est comme ça depuis 1951 et même avant, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il n'y a absolument aucun problème de défense de Groenland si les Américains veulent y mettre les moyens. Et donc, Gilles Boutin. Vous parliez de l'écueil de la psychologisation dans l'analyse des comportements des décideurs. Et c'est vrai qu'on a du mal à y échapper en ce qui concerne Donald Trump. Et on a du mal à ne pas se dire que Donald Trump n'a qu'une envie, c'est juste, en regardant la carte du monde, de l'agrandir. Un délire de puissance. On essaye, sincèrement, intellectuellement, de trouver les arguments rationnels pour François Hesbourg, annexer ou acheter le Groenland. Mais je n'y arrive pas. Alors, si vous n'y arrivez pas... Je n'y arrive pas. Vous avez posé la question de la défense du Groenland. Le problème de la défense du Groenland, il est résolu par le fait que le Groenland et le Danemark font partie de l'OTAN et qu'en plus, il y a des traités bilatéraux qui permettent aux Américains de mettre qui ils veulent, autant qu'ils veulent. Ils avaient mis des bases secrètes immenses qui étaient sorties comme des champignons. Des histoires incroyables, d'ailleurs, de la guerre froide. Mais vous pensez vraiment qu'il peut aller au bout? Pensez vraiment qu'il peut aller au bout? En tout cas, c'est l'impression qu'il veut donner. 2, pour l'instant, les moyens dont il se donne
pour nous contraindre sont bel et bien là. La menace des droits de douane, c'est pour le 1er février. C'est demain. Ouais. C'est demain, c'est pas du C'est tout. demain. Alors, il est possible qu'ils finissent par canner, que comme pour d'autres cas, l'Iran, vous avez évoqué l'Iran à juste titre, il a été dissuadé par effectivement les golfiotes. Il a fini par être dissuadé par ses propres militaires parce il a eu du mal à comprendre que les porte-avions qui ne sont pas à portée ne sont pas très utilisables. Le porte-avions le plus important était au large du Venezuela et le second était au large des Philippines. Donc, si Trump aurait pu donner l'autorisation de frapper... Mais oui, on n'était pas en place. Merci beaucoup. Les praticables n'étaient pas là. Merci François Hesbourg. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, Le Suicide de l'Amérique, c'est paru chez Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous.